Bon, eh bien, bonjour. Nous finissons voilà, c'est la dernière étape de ce parcours sur ces sites métalliques complexes qui associent donc plusieurs ions dans des configurations diverses. On a beaucoup parlé de clusters fer-soufre, les traditionnels. La semaine dernière, j'ai parlé d'un des clusters les plus complexes qui est le cofacteur à fer et à molybdène. Et vous allez voir, on va continuer aujourd'hui, non pas dans ce cours, mais avec le séminaire de Luis Rubio que je présenterai tout à l'heure. Et donc le thème aujourd'hui, ça va être la question de comment ces sites complexes se construisent. Alors, ceux qui étaient là au premier cours savent déjà que, contrairement à ce qu'on pensait il y a une quinzaine d'années, ces assemblages inorganiques ne se font pas spontanément. On l'a pensé à un moment donné parce que, effectivement, assez curieusement, enfin pas curieusement, parce que finalement ces clusters sont aussi des puits de potentiel, quand in vitro, dans une solution, quand vous mélangez du fer et du soufre, vous arrivez à construire des entités qui ne sont pas loin de ressembler à des clusters 4 fer, 4 soufre. Donc il y avait cette idée qui était que finalement c'était de l'auto-assemblage. Non, la réalité est totalement inverse. Ce sont des processus qui font intervenir des protéines extrêmement spécialisées, sophistiquées, qui agissent en complexe, qui agissent de façon concertée. Et c'est une façon à la fois d'avoir de la qualité dans la production du cluster, et puis aussi de réguler ces synthèses. Voilà, donc on a vu un certain nombre de ces assemblages. Voilà un cluster 4 fer 4 soufre dont j'ai beaucoup discuté. Et puis il y a tout un tas de clusters très complexes que j'ai évoqués, pas tous. Assez souvent d'ailleurs, il y a des clusters 4 fer 4 soufre qui sont associés à d'autres éléments métalliques. C'est le cas de l'hydrogénase à fer, dont je vais parler essentiellement pendant mon cours, pour évoquer, en prenant cet exemple, l'assemblage d'un cluster métallique. Luis va parler des problèmes de maturation de ce complexe et de celui-là sans doute. Mais vous voyez, il y a tout un tas de systèmes qui sont étudiés sur le plan de leur synthèse et de leur assemblage. Alors, je reviens sur cette enzyme dont j'ai beaucoup parlé au cours des années, qui est l'hydrogénase à fer. Comme vous le savez, ces enzymes sont au cœur de très très nombreux travaux parce qu'ils constituent peut-être des réponses biotechnologiques à la production de l'hydrogène dans les électrolyseurs ou les photoélectrolyseurs ou à l'utilisation de l'hydrogène dans des piles à combustible, donc dans des biopiles. À nouveau, je redis que vous avez dans le site actif ici encadré, c'est un cluster 4 fer 4 soufre qui s'est ajouté par le biais de ce pont avec cette cystéine. Vous voyez, ce cluster a 4 ligands cystéine, un binucléaire de fer qui a cette propriété étrange et c'était un choc quand ça a été confirmé, du monoxyde de carbone, je l'ai déjà dit, et du cyanure, étrange puisque ces molécules sont considérées généralement comme des espèces toxiques pour le vivant, donc incompatibles avec le vivant, et en réalité, comme vous allez le voir, les micro-organismes qui synthétisent ce type de cluster synthétisent du cyanure et synthétisent du monoxyde de carbone pour faire ce complexe. D'ailleurs, à ma connaissance, ces micro-organismes, je n'ai pas d'autres exemples de raisons
pour lesquels le micro-organisme synthétiserait du cyanure et du CO que pour faire spécifiquement ce complexe. Et puis vous avez déjà noté qu'il y a une chaîne de transfert d'électrons qui permet la communication électronique entre le site actif et la surface pour favoriser cet échange d'électrons dans un sens, celui-là, de la surface au site actif pour produire de l'hydrogène, pour réduire des protons et produire de l'hydrogène, ou à l'inverse, pour oxyder de l'hydrogène, les électrons partant dans l'autre sens vers un accepteur d'électrons. J'ai oublié de mentionner qu'un autre élément tout à fait étonnant de ce site actif, c'est ce ligand-là. Comme vous voyez, ce n'est pas un ligand protéique. C'est une petite molécule, c'est un dithiol avec 3 atomes supplémentaires. Ces 3 atomes font l'objet encore à l'heure actuelle de débats, puisque cette petite molécule n'a été vue jusqu'à présent que à travers la densité électronique fournie par un cristal qui diffracte. Donc c'est la structure cristallographique qui a indiqué une densité qui collait à ce type de structure. Et évidemment, la cristallographie ne permet pas de faire la différence entre des atomes de carbone, d'azote et d'oxygène, donc il y a toujours une question sur la nature de cet atome ici. Alors, l'idée qui prévaut, c'est qu'il s'agit d'un atome d'azote, je l'ai déjà évoqué dans d'autres cours, un atome d'azote parce que cet atome d'azote serait tout à fait pertinent pour une réaction d'échange de protons, puisque cette réaction n'est pas qu'un échange d'électrons, c'est aussi un échange de protons, de sorte que cet atome d'azote jouerait pour fixer des protons quand la réaction va vers la production d'hydrogène, ou au contraire pour assister la cassure hétérolytique de la liaison hydrogène-hydrogène dans la réaction inverse. Alors, les hydrogénases à faire, j'ai déjà dit qu'il y avait plusieurs classes d'hydrogénases et je me limite aux hydrogénases à faire. Ces hydrogénases à faire sont très variées du point de vue de leur organisation, même si le site actif est toujours le même partout, c'est toujours celui-là, avec ce 4 fer 4 soufre et ce 2 fer, avec ce ligand particulier, et ces cyanures et ces monoxydes de carbone. Mais la différence d'un organisme à l'autre, vous voyez, ça c'est l'enzyme de Clostridium, l'enzyme de Megasphaera, l'enzyme de Chlamydomonas, désulfovibrio désulfuricans, je crois. Donc la différence entre ces différents systèmes ne réside pas dans le site actif, donc je ne ferai pas trop de différence dans les enzymes qui sont utilisées dans les études, mais la différence, vous voyez, réside dans la chaîne de transfert d'électrons qui connecte le site actif à la surface. Dans certains cas, vous avez 3 clusters, 2 clusters. La plus simple des hydrogénases, c'est celle de l'algue Chlamydomonas, qui n'a que le site actif et qui n'a pas de chaîne de transfert d'électrons. Mais en même temps, vous voyez, ce site actif est moins enfoui au sein de la protéine que d'autres. Alors, l'histoire de la découverte du système de maturation, donc de l'assemblage du site actif des hydrogénases, est assez intéressante. Vous allez voir, malheureusement, je n'arrive pas à m'en défaire, mais on va retomber sur des radicales SAM, des enzymes radicales SAM. Elles sont partout, je vous avais prévenu. Et effectivement, là aussi, on va avoir des enzymes radicales SAM. L'autre chose intéressante, c'est que l'histoire a commencé en 2004. En fait, c'est des stratégies de type génomique comparative ou comparée. Et là, les biologistes qui cherchaient à comprendre, parce qu'en 2004, on ne savait rien de la façon dont le CO était synthétisé, le cyanure, le petit ligand, enfin, etc. Et en fait, dans ce papier de Poswitz, c'est Maria Girardi qui est spécialiste de chlamydomonas et des hydrogénases de chlamydo, s'est posé la question d'essayer de trouver quels sont les... Donc cette algue contient une hydrogénase à faire. Et donc elle a essayé de voir quels sont les gènes qui sont présents dans les génomes et présents uniquement, enfin qui corrèlent avec la présence d'un gène
de IDA, donc de l'hydrogénase, et qui ne sont présents que dans ces génomes-là et qui pourraient donc être associés à IDA. Et effectivement, ils ont mis en avant 3 protéines. Je dis 3 parce que dans certains cas, il n'y en a que 2, puisque une des 2 protéines est en fait la fusion de 2 domaines qui correspondent à 2 protéines différentes dans d'autres génomes. Mais retenons qu'en gros, il y a 3 protéines qui sont IDE, IDF et IDG. Et en effet, dans ce premier travail, alors que quand on exprime l'hydrogénase à fer, donc IDA, dans Escherichia coli, Escherichia coli étant un organisme qui n'a pas naturellement d'hydrogénase à fer, donc qui n'a pas les protéines IDE, F et G. Donc quand vous exprimez IDA de Chlamydomonas dans Escherichia coli, qui est une stratégie d'expression recombinante classique, hein, et coli est un organisme utilisé pour ça abondamment, eh bien il n'y a pas d'activité hydrogénase. Par contre, quand vous co-exprimez E, F et G dans coli, ce qui n'est pas absolument évident, eh bien vous avez de l'activité hydrogénase. C'est ce que montrait Poswitz en 2004, confirmant que leur découverte des 3 gènes E, F et G correspondait bien à une activité de maturation de l'hydrogénase. La chose intéressante, c'est que au moment où ces résultats sont sortis, il s'avère que nous avions au laboratoire purifié IDE et IDG sans savoir. Nous avions dans notre frigidaire parfaitement pur, d'ailleurs, et même nous avions des cristaux de IDE, sans savoir de quoi il s'agissait, et surtout sans savoir qu'il s'agissait d'enzymes de maturation des hydrogénases. Pourquoi on avait ces protéines ? On avait ces protéines parce que IDE, dans les génomes, était annoté biotine synthase. Et pas du tout, évidemment, maturase de l'hydrogénase, bien sûr, puisqu'on ne savait pas quelles étaient les enzymes de maturation de ces hydrogénases. Donc c'était appelé biotine synthase. Et IG était appelé thiamine synthase. Et comme ce sont 2 enzymes qui nous intéressaient, on les avait isolés de plein d'organismes, mais en particulier de micro-organismes thermophiles, parce qu'on voulait des systèmes plus stables, enfin, etc. Donc on avait sorti les 2 enzymes IDE et IG de Thermotoga maritima, on les avait purifiés, et biotine synthase et thiamine synthase, les raisons pour lesquelles on s'y intéressait, c'est parce que ce sont des enzymes radicales SAM, et donc tout ça se convergeait, c'est-à-dire d'un côté, on s'intéressait aux hydrogénases, mais on ne connaissait pas les enzymes de maturation. De l'autre côté, on s'intéressait à la biotine synthase, à la thiamine synthase, parce que c'était des radicales SAM, et on les avait parfaitement purs. De sorte qu'on s'est retrouvé tout d'un coup avec des protéines très très intéressantes, alors qu'on n'avait pas projeté de travailler sur la maturation des hydrogénases. Évidemment, en ayant ces protéines, on a travaillé dessus. Et il y a un certain nombre d'informations qu'on a apportées sur IDE et sur IG, donc confirmant que ce sont des enzymes radicales SAM et que ce sont des enzymes radicales SAM qui comportent 2 clusters, thème que j'ai abordé au cours d'une séance il y a quelques semaines. Ils font partie de ces enzymes radicales SAM avec 2 clusters. La 3e protéine, on est allé assez vite et on a montré que IDF était une protéine 4-fer 4-soufre et qui avait une activité GTPase. Évidemment, tout ça ne nous disait pas comment ça fonctionnait. Toujours sans savoir, parce qu'en même temps, on travaillait sur la biotine synthase, on voulait avoir une structure cristallographique de la biotine synthase, donc on avait travaillé là-dessus, et on avait une structure de I2. Comme vous allez le voir, on a une information structurale, mais on ne sait toujours pas ce que fait I2. On ne sait pas du tout ce que catalyse cette enzyme. Les grands concurrents dans le domaine, c'est le groupe de John Peters et John Broderick aux États-Unis. Et ce que montre Peters à la fin des années 2000, c'est que IDF est une protéine centrale, c'est-à-dire que c'est une protéine d'assemblage. C'est elle qui récupère toutes les briques, le monoxyde de carbone, le cyanure, le petit ligand dont on ne sait pas si c'est le pont contient de l'azote, de l'oxygène et du carbone, le fer, etc. Et IDF est une sorte d'usine de ce site actif
et ce binucléaire de fer est ensuite transféré à l'hydrogénase, qui est sous forme apo, hydrogénase, IDA, qui devient active grâce à ce que IDEF lui a transféré. Donc ça a été assez bien démontré. IDEF, finalement, c'est comme l'équivalent, pour ceux qui étaient là au premier cours, de ISQ-U ou de SUF-B, qui étaient les protéines d'assemblage des clusters fer-soufre. Tout ça a été rendu cohérent par l'information suivante, qui est que quand l'hydrogénase IDA est exprimée en absence de E, F et G, elle n'est pas active, je vous l'ai déjà dit, mais elle contient tous ces clusters 4 fer, 4 soufre. Et vous vous souvenez que dans le site actif, il y a un cluster 4 fer, 4 soufre accroché aux 2 fers. Mais le 4 fer, 4 soufre, il est là. Donc il y a d'autres machineries pour assembler les clusters 4 fer, 4 soufre, et on n'est pas étonné de penser qu'il s'agit du système ISC et SUF dont j'ai parlé précédemment. Donc ID, E et F et G est vraiment spécialisé dans la préparation et le transfert de la partie avec 2 atomes de fer, et le monoxyde de carbone et le cyanure. Jusqu'à, vous voyez, vraiment la toute fin des années 2000, on ne savait rien de ce que faisaient E et G, et en 2009, nous démontrons que le substrat de IG est la tyrosine. À quoi peut servir la tyrosine dans ce contexte? Eh bien, c'est démontré en 2010 par 2 groupes, un groupe allemand, le groupe de Thomas Happe en Allemagne, qui est un vrai spécialiste des microalgues et des hydrogénases des microalgues, et toujours le groupe américain John Broderick Peters, qui est plus biochimiste. Et ce qui démontre... ça c'est une autre information, c'est que c'est une des étapes où on montre qu'en effet, IDEF non seulement contient un cluster 4 fer 4 soufre, mais peut contenir une entité mal définie où il y a du fer, du CO et du CN, vu par spectroscopie infrarouge, confirmant que IDEF est en effet la protéine d'assemblage, c'est-à-dire qu'elle stocke de façon transitoire une entité qu'elle transfère ensuite à IDA pour l'activer. Voilà, c'est ici que je voulais dire qu'en 2010, donc c'est Peter Roach et Peters. Alors Roach, c'est en Angleterre, pardon. Et là, c'est la démonstration que nous n'avions pas faite nous, parce qu'on avait trouvé le substrat, mais on ne savait pas très bien comment la tyrosine... Enfin, on travaillait dessus. Et donc, ils sont allés plus vite pour démontrer que c'est la tyrosine qui est l'origine du monoxyde de carbone et du cyanure. Vous voyez, ce n'est pas trivial. Je ne sais pas si un chimiste aurait pensé à la tyrosine pour produire du CO et du cyanure, probablement pas, mais la nature a parfois des secrets, des astuces, voilà, des idées bizarres. La tyrosine est la source du monoxyde de carbone et du cyanure. Alors, juste très rapidement, pas de surprise, il y a toutes les spectros, je ne veux pas rentrer dans le détail, toutes les spectros, Mossbauer, UV visible, Raman, RPE, etc. Tout ça démontre parfaitement bien, nous l'avons fait. Notamment, il y avait un postdoc américain, John Rubach, qui a fait un travail formidable au milieu des années 2000 dans notre laboratoire, qui donc a démontré qu'avec IG, on avait une protéine qui avait 2 clusters, 4 fer, 4 soufre. J'ai beaucoup parlé de cette famille-là quand j'ai parlé de RIMO et MIAB, peut-être vous vous souvenez, des méthylthiotransférases. Bon, ici, en effet, 2 clusters. Alors, un des clusters de type radical SAM, qui fixe la SAM, vous vous souvenez, pour faire de la chimie radicalaire, et puis un deuxième cluster qui est clairement fixé par 3 cystéines totalement conservées, totalement essentielles, puisqu'en effet, Paul King, dans le laboratoire de Paul King, et on avait fait ça en collaboration avec eux, la mutation de ces cystéines conduit à une protéine IG totalement inactive. Donc il y a bien 2 clusters essentiels. Et ce qui a été démontré, vous voyez, en 2010, c'est les papiers de Roach et de Peters, c'est une chimie de type radicalaire qui explique la formation du cyanure et du CO. Enfin, c'est pour le moment, au niveau des mécanismes, un peu spéculatif, mais ce qui a été parfaitement bien démontré, c'est que
notamment par des manips de marquage, c'est que le cyanure et le CO viennent bien de la tyrosine. Donc l'idée, c'est que le radical 5'-déoxyadénosyle, qui est fourni par, à nouveau, la cassure de la S-adénosylméthionine, arrache un atome d'hydrogène ici sur la partie phénol de la tyrosine, c'est de la tyrosine libre, hein, qui subit une cassure homolytique de cette liaison carbone-carbone, donnant d'un côté une entité radicalaire qui évolue vers le paracrésol, et de l'autre côté la déhydroglycine qui est proposée comme évoluant vers le cyanure et le monoxyde de carbone. Donc en fait, la tyrosine est utilisée pour donner de la déhydroglycine qui se décompose en monoxyde de carbone et en cyanure. Voilà donc l'explication de la production du cyanure et du CO, en tout cas dans ces micro-organismes. IDEF, pareil, un cluster 4 fer 4 soufre, RPE, UV visible, Raman, spectroscopie Mossbauer, 3 cystéines conservées, absolument essentiel parce qu'il y a eu de la mutation, tout ça va très bien, donc c'est un cluster 4 fer 4 soufre. En 2010, donc, j'avais cité ce papier comme quoi IDEF avait une entité, portait une entité avec du fer, des liaisons fer-CO et fer-CN. Donc c'est un travail assez important qui a été fait dans le groupe de Thomas Happe, où il arrive à isoler IDEF d'un micro-organisme, je crois que c'est Clostridium, dans lequel est exprimé E et G, et il montre que par spectroscopie infrarouge, qu'il y a en effet des signatures de liaison FeCN, FeCE, donc qui prouverait que, et que par ailleurs ce IDF-là est capable d'activer, vous voyez, c'est l'activité de l'hydrogénase en fonction d'un excès croissant de IDF par rapport à IDA, donc est capable d'activer l'hydrogénase. Donc l'entité présente dans IDF, qui pourrait être un précurseur de ce 2-fer qui est absolument essentiel à l'hydrogénase, peut être transférée à IDA. Voilà. Donc, l'idée est la suivante, c'est que IDEF contient un 4 fer 4 soufre et une entité 2 fer qui peut être ensuite transférée à IDA qui ne contient que le 4 fer pour ensuite avoir cette entité 4 fer 2 fer absolument essentielle à l'activité. En 2011, il y a eu une structure à ions X de IDEF, malheureusement sans cluster et pas très bien résolue. Mais on voit que les cystéines ici s'accumulent au même endroit, donc on peut penser raisonnablement que le 4 fer 4 soufre va se fixer ici, c'est l'hypothèse, et comme vous pouvez le voir, ces cystéines sont quand même accessibles, elles sont en surface, et donc probablement ce 4 fer 4 soufre qu'il y a dans IDEF est en surface, ce qui est peut-être pas si étonnant dans la mesure où, vous voyez, il y a... Je l'ai dit, mais je le répète, il n'y a que 3 cystéines qui sont conservées, donc c'est un cluster 4 fer 4 soufre avec 3 ligands cystéines, pas 4, 3. Donc il y a un site de coordination vacant et que c'est peut-être là que va arriver la construction du 2 fer qui doit se faire dans IDEF. Et il faut que ce 2 fer qui pourrait se construire ici soit quand même pas trop enfoui dans la protéine pour pouvoir être transféré à la protéine IDA à nouveau pour la maturation de IDA. Alors, bon, donc voilà IDEF, IG on comprend, à quoi sert I2 ? Alors c'est assez facile de se dire, bon, le fer on ne se pose jamais la question, on ne sait jamais d'où il vient, qui le transporte, mais il y en a enfin, dans la cellule. Les 4 fer 4 soufre, c'est réglé, c'est les systèmes de maturation des 4 fer 4 soufre qui l'ont construit avant. COCN, ça y est, vous savez, c'est IG. IDEF, il n'y a pas d'activité enzymatique, si ce n'est cette activité GTPase dont on ne sait pas très bien où elle joue, si c'est dans la construction du cluster, soit dans le transfert. Et il reste ça. Comment est synthétisé ce ligand ? J'ai mis un azote, mais à nouveau, j'insiste, il reste à le démontrer parfaitement.
Et vous voyez, c'est quand même assez intéressant parce que, évidemment, l'hypothèse, c'est I2E est responsable de la synthèse de cette molécule. Et c'est assez excitant de penser que la raison pour laquelle nous, on travaillait sur I2E, c'est parce qu'on pensait que c'était une biotine synthase, pas simplement parce que c'était annoté biotine synthase, mais parce que ça avait énormément de ressemblances avec une biotine synthase. Et que fait la biotine synthase? Elle fait cette transformation de la déthiobiotine en biotine en introduisant, en activant deux carbones très peu activés pour créer des liaisons carbone-soufre. La biotine synthase est très homologue sur le plan de la réactivité aussi à la lipoate synthase. Ces deux enzymes sont des enzymes radicales SAM. Et vous voyez qu'ici, ça se rapproche encore plus de notre problème, puisque dans la lipoate synthase, c'est l'acide octanoïque qui est transformé en acide lipoïque avec la création de deux liaisons carbone-soufre sur deux carbones situés en bêta l'un de l'autre. Et évidemment, on peut faire l'analogie, est-ce que le substrat de I2 n'est pas la diméthylamine, dont je ne sais absolument pas si c'est un produit naturel, si ça existe dans la cellule, mais évidemment, si c'était un substrat, on verrait bien que ça serait une chimie qui ressemblerait à ces deux chimies-là. Donc, ça reste aujourd'hui l'hypothèse de travail, simplement, personne n'a encore été capable de trouver le substrat de I2. Évidemment, on a testé la diméthylamine dans des conditions SAM, électrons, etc. Ça ne marche pas, même si ce n'est pas si évident de... si c'est une amine, ici, vous voyez, une espèce comme ça est extrêmement instable dans l'eau, s'hydrolyse, et en fait, vous finissez avec de l'ammoniac, du formaldéhyde et H2S. On a notamment John Rubach, qui a travaillé dans le laboratoire de Juan Fontecilla, avec Yvain Nicolet, a pu avoir des cristaux, déterminer la structure de I2. Donc là, on est typiquement dans le cas qui arrive très souvent aujourd'hui, dans la science d'aujourd'hui, dans la biochimie d'aujourd'hui, post-génomique. C'est-à-dire que, vous voyez, vous pouvez avoir des protéines parfaitement pures, cristallisées, avec des magnifiques structures, avec une magnifique résolution, sans savoir à quoi elles servent. Et effectivement, l'outil de la structure peut éventuellement apporter quelque chose. Dans le cas de I2, pour le moment, ça n'a strictement rien apporté, malgré la stratégie que je vais indiquer. Voilà I2. On retrouve I2 en présence d'ailleurs avec son cluster et le site radical SAM. Classique, vous voyez la SAM fixée au cluster 4 fer 4 soufre ici, par cette partie aminocarboxylate sur un des atomes de fer, les trois autres étant fixés par des cystéines. Et puis, vous voyez un tout petit peu plus loin un deuxième cluster. C'est pas étonnant, on a dit que I2 était un système à deux clusters. Sauf que dans cette structure, c'est un 2 fer 2 soufre. Je pense que c'est le produit d'une sorte de dégradation du cluster 4 fer 4 soufre qui arrive quelquefois, et donc on ne voit qu'un 2 fer 2 soufre. Je pense que c'est un cluster 4 fer 4 soufre qui normalement est présent. Si vous regardez la structure de la biotine synthase qui a été publiée dans Science en 2004 et la structure de I2, vous constaterez la fantastique ressemblance des deux systèmes, donc homologie de séquence, homologie de structure et deux clusters qui sont d'une certaine façon situés à des distances qui se ressemblent. Alors à ce moment-là, vous avez, je crois qu'on a une structure actuellement qui est, je ne sais pas si je l'ai mise quelque part, mais on a une structure qui doit être de l'ordre de l'angstrom de résolution. Donc c'est assez remarquable. Et donc on se dit, voilà, est-ce que cette structure va nous donner des informations sur la fonction, sur le substrat? Alors par homologie avec la biotine synthase, on a assez bien identifié que c'était là qu'il y avait un substrat. D'ailleurs, dans la structure, il y a un phosphate ici. On pense qu'il y a un carboxylate, qu'il y a des carboxylates dans les molécules substrat. C'est une petite molécule, de toute évidence, qui est substrat de I2, mais on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Et donc,
voyez ici, vous avez le fer, la SAM. Logiquement, vous créez un radical ici, donc vous devez avoir un substrat pas loin. Vous avez un certain nombre d'acides aminés autour. Et en effet, quand vous faites de la mutagénèse dirigée de certains de ces acides aminés, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez une perte totale d'activité, toujours mesurée dans la capacité de cette protéine à maturer une hydrogénase dans des extraits ou dans la cellule, puisque, évidemment, ce ne sont pas des tests avec un substrat, puisqu'on ne connaît pas le substrat. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grosse cavité qui lie le cluster 4 fer 4 soufre SAM à l'autre cluster et à la surface. Il y a des sites de fixation d'ions halogénures, chlorure, bromure et même thiocyanate. Et donc, on se demande si... voilà, on ne sait pas très bien ce qu'on se demande, mais... il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on essaye d'élaborer. Et puis, voilà, Yvain Nicolet a fait tout un tas de travaux utilisant cette structure. Il a fait du docking in silico de 60 000 ligands. Il a essayé de faire de la co-cristallisation des trempages. Il a fixé des anions. Il a fait de la mutagénèse dirigée. Notre impression, c'est qu'il y a des molécules, des petites molécules avec des carboxylates se fixent. Et ça ne nous dit pas grand-chose. Donc on ne sait pas quel est le substrat, quelle est la source de ce ligand dithiol qui est produit. Et alors une autre surprise, c'est que le second cluster n'est pas nécessaire à la maturation de l'hydrogénase. Donc si vous mutez les cystéines de l'autre cluster, pas celui de le radical SAM, il y a toujours de l'activité. Donc étrange, mais c'est ainsi. Voilà, donc... la conclusion, c'est ça. Vous avez un système de maturation. Pour le moment, on le limite à 3 protéines. Peut-être qu'il y a d'autres protéines ou d'autres petites molécules qui interviennent. IDE, peut-être pour produire cette dithiométhylamine. À nouveau, je fais l'hypothèse qu'il y a un azote ici. IDG, c'est pour produire COECN. IDEF, transitoirement, a un de fer qui fixe ces molécules qui sont produites pour donner de façon transitoire cette espèce adjacente au cluster 4 fer 4 soufre. D'où vient le fer? Parce qu'il faut que le fer arrive. Aujourd'hui, il y a des hypothèses que IG serait capable de fournir du fer. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Et ensuite, IDEF transfère son de fer pour l'associer au cluster 4 fer 4 soufre qui est présent dans IDA, l'hydrogénase. Et là, enfin, la protéine est active. Il y a eu un joli travail publié dans Nature en 2010 de John Peters qui a donc l'information de l'hydrogénase totalement maturée et de l'hydrogénase sous forme non maturée, qui contient tous les clusters 4 fer 4 soufre, et qui ne contient pas, le petit morceau avec les 2 atomes de fer. Vous le voyez ici, voilà la protéine avec uniquement le cluster 4 fer 4 soufre. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a de la place pour accueillir le 2 fer. Ces boucles en vert dégagent le site qui permet en effet d'introduire un 2 fer ici. Voilà la structure lorsque l'enzyme est complètement maturée. Et vous voyez que ces boucles un peu désordonnées sont mieux organisées et ferment complètement le site de l'hydrogénase à faire. C'est zoomé ici. Vous voyez, ce cluster a maintenant été associé au système à 2 fer, monoxyde de carbone, cyanure et petit ligand qui est là, qui était absent ici. Et donc l'hypothèse, c'est que vous voyez cette cavité-là qui est représentée à 90 degrés par ce cartoon-là, ce schéma, eh bien IDEF aurait comme propriété donc, de porter transitoirement le complexe et de le transférer à IDA via cette cavité ici pour finalement ouverte, pour finalement faire le complexe final et la cavité se referme. Voilà
la théorie, de sorte que il y a une première hypothèse qui est IDEF donc est un facteur d'assemblage, mais qu'il contient initialement deux atomes de fer qui attendent le monoxyde de carbone, le cyanure, le petit ligand. C'est ce que vous pouvez voir dans la littérature aujourd'hui. Vous voyez, il y a même des hypothèses comme quoi ce IDEF contiendrait un 2 fer 2 soufre. Personnellement, nous n'avons aucun résultat qui confirme cela, et je ne pense pas que ça soit véridique, mais c'est ce que vous trouvez dans la littérature aujourd'hui. Que ensuite, grâce à I2, vous introduisez ce ligand pontant sur les 2 fers, et que grâce à IJ, vous produisez du CO et du CN. L'ensemble est fixé sur IDEF et il est transporté sur IDA pour faire le complexe qui est actif en interconversion H plus H2. L'autre hypothèse, plus récente, vous voyez, 2012, et puis il y a des résultats non publiés qu'on a pu apercevoir dans des conférences récemment, c'est que IDEF ne possède pas des atomes de fer qui attendent les petites molécules, mais que ces petites molécules arrivent avec du fer. Et que, je ne rentre pas dans le détail de cela, mais oui, le fait que IDEF, il y a de plus en plus d'informations que IDEF ne contient qu'un cas de fer, il n'y a pas 2 atomes de fer supplémentaires qui attendent les petites molécules, et que, l'idée, ça serait que ce soit IJ qui non seulement donne le CO et le CN, mais IJ donne aussi des atomes de fer qui sont fixés sur IJ. Voilà, de sorte que c'est ça le deuxième schéma qu'on voit dans les littératures, mais plus récemment, vous voyez, 2012 plus 1, dans lequel IJ, qui a 2 clusters, utiliserait peut-être un des clusters pour faire un 2 fer qui récupère du CO, du CN, qui ensuite le transfère, peut-être le petit complexe, le petit ligand, et ensuite IJ le transfert à IDEF qui le transfère à IDA. Alors ce schéma-là est un peu curieux parce que pourquoi faire autant d'étapes de transfert de la même entité, mais il y a quand même un certain nombre de résultats qui montreraient que le fer présent dans IJ est en partie transféré sur IDEF. Voilà. Alors, pour terminer sur cette partie-là, je voudrais vous raconter une petite histoire non publiée, soumise à publication, qui est un travail dans mon laboratoire d'un postdoc suédois qui s'appelle Gustav Berggren, qui est parti en Suède, revenu en Suède, et qui a fait ce travail. Si effectivement IDEF est une protéine d'assemblage, ça veut dire qu'elle est capable, donc je l'ai dit déjà plusieurs fois, de stocker, enfin d'assembler de façon transitoire une entité proche, enfin du point de vue de sa structure, du 2 fer dans le site actif de l'hydrogénase, puisque par le simple transfert, sans rien ajouter d'autre, par le simple transfert de cette entité-là, l'hydrogénase qui récupère cette entité devient parfaitement active. Et donc on s'est dit, par cette propriété-là, IDEF pourrait sans doute fixer des complexes de fer synthétiques que nous aurions synthétisés. Et nous avons voulu donc regarder cette capacité de IDEF à fixer des complexes de fer synthétiques, modèle du site actif de l'hydrogénase à fer. Alors, je crois l'avoir déjà dit dans d'autres cours, mais dans la perspective d'inventer des catalyseurs qui seraient utiles pour la future, si un jour elle arrive, économie à hydrogène, tout un tas de chimistes se sont intéressés à l'approche de chimie bio-inspirée qui consiste à regarder le site actif de l'hydrogénase et faire des petits complexes qui miment le site actif de l'enzyme.
Et typiquement, ce genre de complexe, vous voyez, ça c'est un petit complexe qui a été synthétisé, d'ailleurs synthétisé pas par nous pour la première fois, mais qui existe dans les littératures depuis longtemps. Ces complexes-là présentent tout un tas d'homologies structurales, chimiques, avec le site actif de l'enzyme hydrogénase. On retrouve les deux atomes de fer, on trouve du monoxyde de carbone et du cyanure, et on retrouve le ligand dithiolate pontant. Donc les chimistes, vous le savez, je l'ai déjà dit souvent, enfin, sont capables par la synthèse, de reproduire des petits morceaux d'enzymes, un site actif par exemple. Donc on avait tout, puisqu'on avait IDEF avec son cluster 4fer4-soufre que nous avions produit en grande quantité, et nous étions capables de produire ces complexes-là. Et nous avons produit les trois complexes, d'ailleurs toujours intéressés par cette question de carbone, azote, oxygène. Nous avons produit les complexes avec ici un carbone, CH2, enfin un méthylène, un atome d'azote ou un atome d'oxygène. Nous avions donc synthétisé ces trois-là. Et la chose tout à fait intéressante, je vais aller assez rapidement parce que c'est de la spectroscopie un petit peu compliquée, c'est que oui, en effet, IDEF fixe merveilleusement bien ces trois complexes. D'ailleurs, les stabilise parce que tout ça est dans l'eau et certains de ces complexes dans l'eau sont détruits très très rapidement alors que dans IDEF, ils sont maintenus. La quantification en fer, les propriétés UV visibles, les propriétés RPE, les propriétés de résonance paramagnétique à deux dimensions, ESIM, I-score, les calculs DFT, ont montré que, et surtout l'infrarouge à transformer de Fourier, ont montré qu'en effet, on avait fixé un équivalent de ce complexe sur IDEF. Et vous voyez ici les signatures dans les zones CO-CN des complexes isolés. Vous voyez les signatures ici, dans ces trois lignes, noir, rouge, bleu, l'hybride, qui est le complexe entre IDEF et le petit complexe 1, le petit complexe 2, le complexe 3. Donc il est significativement différent de celui-là, donc ce qui est tout à fait attendu pour un complexe qui n'est pas du tout dans le même environnement, et par ailleurs assez proche des signatures spectroscopiques de IDEF quand il est isolé de la bactérie Clostridium. Bon, ici, quelques manips de marquage pour bien montrer qu'en effet, ceci est caractéristique des cyanures et ceci du monoxyde de carbone. Et puis les manips d'i-score, je ne rentre pas non plus dans le détail, la validation, la confirmation par les calculs théoriques DFT de ces constantes de couplage avec le carbone 13 du cyanure et de l'azote du cyanure, tout ça colle pour une structure dans laquelle vous avez un lien direct entre le petit complexe de synthèse et le cluster 4fer4-soufre. Sauf que vous noterez que ces constantes de couplage ne sont cohérentes qu'avec une inversion de la liaison du cyanure. Donc vous avez un ion cyanure qui ponte entre deux atomes de fer. Voilà quelle est aujourd'hui notre vision de cet aduit. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde biologique? Peut-être. On est tenté de le penser, que c'est de cette façon-là qu'on construit ce cluster. Et la chose merveilleuse, c'est que lorsqu'on confronte ces trois hybrides à l'apoprotéine IDA, à nouveau qui ne contient qu'un seul cluster, le cluster 4fer4-soufre, donc quand on confronte cette protéine à celle-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que la protéine IDA, tout d'un coup, devient fantastiquement active, uniquement dans le cas d'un des trois complexes. Dans le cas des deux autres complexes, il n'y a absolument pas d'activité, même si la spectroscopie infrarouge démontre que les trois complexes passent de IDEF à IDA. Pourquoi nous sommes assurés de cela? C'est parce que la spectroscopie infrarouge de IDA après la réaction avec IDEF contient des signatures
tout à fait caractéristique des entités de fer synthétiques. Donc IDEF stabilise ces complexes et les transfère à IDA. Et la chose très très intéressante, c'est que quel est ce complexe 2? C'est celui avec le carbone, l'azote ou l'oxygène, vous vous en souvenez? Non, probablement pas, mais le complexe 2, c'est celui avec l'azote. Et je crois que là, nous avons une belle démonstration que, voilà, que l'atome qui appartient, enfin le fameux atome X qui appartient à ce ligand, c'est un azote, et que ça confirme l'hypothèse qu'on se faisait de l'intérêt d'un azote à cet endroit-là pour les transferts de protons. Alors ça, c'est un résultat qui est intéressant parce que finalement, ce qu'on a démontré, c'est ça. Des petits complexes de synthèse peuvent être introduits dans une protéine d'assemblage d'un cofacteur biologique, et ce réactif peut être utilisé directement pour maturer une hydrogénase à fer. Évidemment, uniquement dans le cas où X est un atome d'azote. Voilà, c'est ce que je dis ici. Des complexes biomimétiques peuvent être fixés et stabilisés sur IDEF et transférés à IDA. Seul le complexe 2 contenant le pont azadithiolate est capable d'activer le complexe IDA. À ma connaissance, c'est le premier exemple d'une activation donc contrôlée, d'une activation d'une métalloenzyme comme l'hydrogénase, qui utilise la combinaison d'une protéine d'assemblage et d'un complexe de synthèse. Évidemment, tout ça ouvre des possibilités fantastiques. Ça veut dire qu'on peut imaginer mettre un peu n'importe quoi dans l'hydrogénase. On pourrait marquer le site actif de l'hydrogénase avec du fer 57 pour faire de la spectroscopie Mossbauer, vous avez vu un exemple avec du carbone 13 sur le cyanure, mais on pourrait mettre d'autres ligands, des taux variables de CO et CN. Enfin, on peut s'amuser à transformer le site actif avec ce simple réactif. Et l'autre chose tout à fait intéressante, c'est que l'utilisation biotechnologique des hydrogénases est limitée en partie, il y a plein de limitations, mais est limitée en partie par le fait que si on veut des hydrogénases recombinantes actives, il faut les maturer. Et pour les maturer, il faut toute une machinerie complexe qu'il faut soit co-exprimer, soit utiliser, purifier dans des systèmes in vitro, mais complexes aussi, etc. Et que, ici, ce qu'on propose, c'est un réactif qui permet en une seule étape d'activer théoriquement n'importe quelle hydrogénase à faire. Je dis n'importe quelle, mais on a testé cette activité sur une seule hydrogénase. Il faudrait tester la capacité à le faire sur d'autres hydrogénases. Voilà. Et oui, bon, je peux peut-être juste terminer sur ces 2-3 images pour dire que certains micro-organismes ont cette deuxième classe d'hydrogénase à nickel et à fer, et on sait, tout à fait remarquable, que comme dans les hydrogénases à fer, il y a du cyanure et il y a du monoxyde de carbone. Il y a du nickel, il y a du fer, et il y a 2 ponts thiolates, exactement que la protéine à fer, l'hydrogénase à fer, sauf que ici, ce n'est pas un petit ligand organique particulier, ce sont des cystéines de la chaîne polypeptidique DIC qui font le pont dithiol. Donc là, d'une certaine façon, il n'y a pas ce fameux azote dont on pense qu'il est si important pour les transferts de protons. Alors vous pourriez me dire, mais alors comment elle fait cette enzyme pour transférer les protons? Elle transfère les protons. L'hypothèse, c'est des hypothèses de travail corroborées par des calculs théoriques, enfin, etc., c'est que ce soit une des cystéines, notamment les cystéines ici terminales, pas les pontantes, qui soient des sites d'échange de protons. Vous pourriez vous dire aussi que la nature a fait, enfin, a peut-être pour limiter la dépense énergétique économique de la cellule, utiliser le même système pour produire du monoxyde de carbone et du cyanure. Par exemple, IG. Non, IG ne sert strictement à rien dans la biosynthèse de ce site actif. Donc il y a
d'autres façons de produire du CO et du cyanure associés à la maturation de cette hydrogénase. Alors je vous dis tout de suite, le CO, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient le monoxyde de carbone, comment est synthétisé spécifiquement le monoxyde de carbone qui sert à ce cluster. Par contre, on sait d'où vient le cyanure. Eh bien, ce n'est pas la tyrosine, c'est le carbamoyl phosphate qui est le précurseur du cyanure par une chimie un peu complexe qui implique tout un tas d'enzymes, ici HIP-F, HIP-E. HIP-E fixe du cyanure sous forme de thiocyanate, SCN, qui est ensuite transféré à HIP-D, HIP-C, qui continue et qui fixe à ce moment du fer pour donner des fers CN. Et ensuite, il y a de l'insertion de CO, mais on ne sait pas comment. Et ensuite, il y a une insertion de nickel avec HIP-A et HIP-B qui sont les molécules qui transfèrent du nickel. Donc c'est un processus assez complexe. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Simplement, ici, vous voyez cette molécule qui est le carbamoyl phosphate est la source de cyanure, c'est-à-dire que tout disparaît à l'exception de cette liaison carbone-azote. Alors, bon, ceci se fait par fixation sur la protéine HIP-F, qui est une protéine qui a une activité d'ATPase, fixation de l'AMP et qui accroche donc après déphosphorylation de cette partie-là, donc ce groupement qui va être transformé par toute une suite de réactions. Vous voyez, tout ça est assez ancien, vous voyez, 2003, dans Science. Ce qui est important de noter, c'est que cette série de transformations, vous voyez ici, la protéine E attaque, grâce à une cystéine nucléophile, attaque ce carbone électrophile pour donner cet intermédiaire qui est phosphorylé, puis déphosphorylé pour donner un intermédiaire thiocyanate. Et vous voyez qu'on a transformé de cette façon-là cette molécule en thiocyanate. Donc vous voyez, c'est un processus complexe de biosynthèse du thiocyanate. Et ensuite, vous avez voilà, vous avez le thiocyanate qui est sur la protéine HIP-E associé à HIP-F, et vous avez un ensemble HIP-D, HIP-C qui va être utilisé, qui contient un cluster 4 fer 4 soufre, des ponts dithiol, c'est une chimie très complexe, et HIP-C contient un atome de fer fixé à des cystéines. Et ces dithiols vont servir à mobiliser le thiocyanate qui vient de la protéine HIP-E. Donc vous avez des cystéines actives qui vont libérer le cyanure ici qui va se fixer sur l'atome de fer. Donc il y a toute une chaîne de transfert d'électrons qui va être utilisée, vous voyez, pour transformer la liaison soufre-CN et libérer le cyanure qui va se fixer sur l'atome de fer. Bon, à nouveau, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Et puis, une fois que vous avez introduit deux molécules de cyanure sur cette protéine HIP-C, et vous avez introduit une molécule de monoxyde de carbone dont on ne sait pas d'où il vient, ensuite, cet ensemble-là, HIP-C, le transfère à HIS-E, qui est l'hydrogénase, qui va recevoir en plus un atome de nickel par un système de transport de nickel, et ensuite fer, CO, CN, CN d'un côté, nickel de l'autre, vont s'associer pour donner le complexe final qui est actif. Il y a une étape supplémentaire avec coupure d'un morceau peptidique de la protéine, et c'est ainsi que vous produisez ce complexe. Donc,
on en sait pas mal, on ne sait pas tout, et c'est un peu comme, enfin voilà, dans les deux systèmes, et j'ai terminé, dans les deux systèmes, vous voyez, alors, on sait beaucoup de choses. Quels sont les enseignements? Alors, on sait beaucoup de choses et il manque encore des informations. Dans le cas de l'hydrogénase à fer, vous avez vu que ça serait tellement excitant de savoir quel est le précurseur de cette dithiométhylamine, d'où elle vient, comment elle est synthétisée. On sait, en toute probabilité, c'est I2E, mais on ne connaît absolument pas le précurseur de cette petite molécule. Sur le plan chimique, ça serait vraiment très intéressant. Voilà, le message, c'est qu'à nouveau, on s'aperçoit que pour synthétiser finalement un petit cluster à 2 atomes de fer avec des ligands qui sont somme toute pas très compliqués, il faut une machinerie extrêmement complexe, plusieurs protéines, plusieurs petites molécules. Et que, voilà, ce que j'ai essayé de vous raconter dans le cas des hydrogénases à fer, c'est un peu l'historique. J'ai essayé de vous montrer comment la recherche se faisait, les questions se posaient, comment elles étaient résolues, les aspects de compétition entre différents laboratoires. Donc c'est tout à fait passionnant et c'est encore des domaines dans lesquels on va apprendre des choses. Je termine en disant que, puisque je vais passer la parole à Louis, que dans le domaine de la nitrogénase, c'est la même chose, des compétitions féroces entre les laboratoires. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai raconté cette fameuse histoire du carbure qui est localisé au cœur du cofacteur à fer et molybdène, qui a été publié dans Science en 2012. Bon, je savais, il me l'a confirmé, Louis avait ce résultat, il avait le papier presque fini, et ça a été publié dans Science à la fin de l'année 2012, il y a quelques semaines. Voilà, donc beaucoup de recherches dans ces domaines. Je crois pouvoir dire que dans le domaine de la chimie bio-inorganique, des systèmes utilisant des ions métalliques dans le vivant, cette question de comment un organisme vivant tout simple, une cellule, je ne parle pas d'organisme comme l'homme, mais une bactérie récupère des métaux, est capable de gérer l'ensemble de ces métaux, de les délivrer spécifiquement à cuivre aux protéines à cuivre, fer aux protéines à fer, manganèse aux protéines à manganèse, et une fois que ceci a été donné, d'organiser les choses de façon extrêmement efficace et sélective pour produire des cofacteurs dont vous voyez la complexité avec un mélange de parties inorganiques et de parties organiques. Donc cette question-là est une des grandes questions aujourd'hui dans les laboratoires de chimie bio-inorganique, disons de biochimie, de chimie des protéines, et il y a énormément de labos qui travaillent dans ce domaine. Et je termine là-dessus. Comme d'habitude, le temps du changement, je vous laisse poser des questions. Je vais inviter Louis à venir me rejoindre. Donc Louis Rubio, c'est un grand spécialiste des nitrogénases depuis des années. Il a fait une longue carrière, enfin il est tout jeune, mais il a fait une assez longue carrière aux États-Unis et il a été nommé prof à l'Université technique de Madrid. Il est un de ces jeunes scientifiques que la fondation Bill Gates soutient. Il est très bien financé par la fondation Bill Gates et je dois noter aussi qu'il a obtenu quelque chose d'assez prestigieux qui est l'European Research Grant Junior. Donc vous avez ces financements qui sont fournis par l'Europe, par l'European Council. Research Council, qui est extrêmement sélectif. Et voilà. Donc, Louis a obtenu donc ce succès sur ce travail nitrogénase dont il va vous parler. Voilà.